Dans l'actualité ce soir, pour accroître la productivité agroato Burkina Faso, le gouvernement soutient les producteurs en apport d'intrants, de semences améliorées et d'équipements, mais aussi avec des fonds. Dans les détails, qu'est-ce qui a été remis pour cette campagne aux agriculteurs? Comment se fera le suivi sur le terrain? Le ministre Jacob Ouédraogo de l'Agriculture est notre invité. Il nous donnera dans quelques instants des éclairages. Dans le journal également, la province de Yoba, ce sont des attaques de culture par des chenilles qui inquiètent en ce début de campagne. L'alerte a été donnée dans la commune de Dissine dans la première semaine du mois de juin. Ces ravageurs détruisent plusieurs plantes telles que le maïs, le mil et le sorgho au stade de levée et de montaison. Qu'est-ce qui est prévu pour endiguer ces attaques? On en parle dans cette édition. Et puis le dossier de cette édition est consacré à la perte des pièces d'identité comme la carte d'identité nationale burkinabé. Les déclarations de perte sont légion, ce qui inquiète les autorités chargées de délivrer ces CNIV. Qu'est-ce qui explique ces pertes? Quelles sont les dispositions à prendre quand on perd sa pièce d'identité? Comment éviter les doubles détentions? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le gouvernement soutient les producteurs en apport d'intrants, de semences améliorées et d'équipements. Ce 17 juin à Manga, dans le centre-sud, c'est le président du Faso en personne qui a présidé la cérémonie devant consacrer cette dotation aux producteurs. Une dotation, selon le gouvernement burkinabé, qui doit aider à l'augmentation de la productivité agricole et assurer ainsi la sécurité alimentaire. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été remis ce matin aux producteurs? Les détails avec Jean Zongo et Frédéric Etienne Bassenga. Roch-Marc Christian Kaboré remet ici à chaque collectivité territoriale du Burkina sa convention de cofinancement. D'une valeur totale de plus de 14 milliards de francs CFA, ces fonds alloués aux communes rurales et aux régions à travers le PNGT2 phase 3 doivent servir à changer le visage de l'économie dans ces zones. J'invite les acteurs dans les 300 de communes rurales et dans les 13 régions sous la coordination des gouverneurs, à faire en sorte que l'ensemble des activités inscrites dans les plans annuels d'investissement pour l'année 2017 connaissent un taux performant de réalisation au bonheur de nos populations. Une balle saisie au bon par les représentants des bénéficiaires qui soulignent l'importance de ce financement. Pour les collectivités, ce n'est qu'à ce prix que la pauvreté sera boutée hors des communes rurales de Burkina. Nous avons besoin du PNGT. Nous avons besoin de notre outil, de notre arme pour gagner le combat, celui de la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi, par ma voix, les collectivités territoriales bénéficiaires vous témoignent une fois de plus toute notre reconnaissance. Ces conventions de cofinancement sont le fruit d'un partenariat entre le Burkina et la Banque mondiale. Et au regard des résultats déjà engrangés par ce programme, la Banque mondiale annonce un autre appui. Le PNGT2 est un modèle de développement rural, décentralisé, qui a réussi. C'est pourquoi, pour compléter ces efforts déjà entrepris, la Banque mondiale s'est aussi engagée à accompagner le gouvernement pour le renforcement institutionnel des collectivités territoriales à travers le projet d'appui aux collectivités territoriales, le PACT. Le financement additionnel à ce projet est en cours d'approbation pour un montant d'environ 36 milliards de francs CFA. À cette cérémonie, il a été également question du lancement de l'opération de distribution d'engrais et d'équipements agricoles d'un coût global de 17 milliards de francs CFA au titre de la campagne agricole 2017-2018. Une double satisfaction donc pour le président du Faso qui promet que le gouvernement mettra tout en place pour sortir le monde rural du creux de la vague. C'est une grande opération. Ça a le mérite de montrer l'intérêt que nous portons sur les acteurs agricoles parce que pour nous, le fait d'appuyer ce domaine, c'est parce que nous pensons que l'agriculture est la base de notre développement. Nous devons continuer à faire en sorte que plus de 80% de Burkinabés qui se consacrent à cette agriculture, qui permettent au pays de se nourrir, continuer à produire plus. Parce que si nous produisons plus, nous pouvons non seulement nous nourrir, nous pouvons importer,
nous pouvons transformer la production locale. En route pour Manga, le président du Faso a marqué plusieurs étapes. À Kombisiri, à Touissé, à Nyorida et à Giba, Rochma Christian Kaboré a eu droit à des bains de foule. Le ministre en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire est avec nous. Monsieur Jacob Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages concernant cette cérémonie de Manga. À travers la cérémonie de ce matin, ce sont environ 14 milliards de francs CFA qui sont remis aux communes rurales et aux régions dans le cadre du PNJT 2 phase 3. Mais concrètement, à quoi va servir ces fonds? Merci. Et vous avez dû constater que le président du Faso lui-même était là pour patronner cette cérémonie. Le Premier ministre également, c'est dire que ce qui va être fait avec le monde rural les intéresse à plus d'un titre. Le PNJT2 est un programme dans notre pays qui s'occupe de la gestion des terroirs et qui accompagne les communautés rurales dans les actions de développement, notamment dans l'agriculture, mais aussi dans des infrastructures structurantes qui permettent justement d'améliorer un tant soit peu la qualité de vie des producteurs. Alors, dans ce qui a été donné, les conventions qui ont été signées, nous avons les fosses fumières à réaliser, nous avons l'aménagement des parcelles de production, nous avons entre autres la construction d'écoles, la construction de maternités, les forages et les pistes rurales et j'en passe. Il y a toutes ces actions qui concourent à la promotion de l'agriculture, à la promotion du monde rural qui va être concerné par les 14 milliards de conventions qui ont été signées pour le développement local. Et comment se fait le suivi de l'exécution de ces projets sur le terrain pour s'assurer que les fonds sont utilisés convenablement? Oui, il y a un suivi bien entendu parce qu'on ne peut pas donner 14 milliards comme ça. D'abord, les premiers responsables pour accompagner le suivi de ces projets, c'est les gouverneurs de région. Ils ont été interpellés pour accompagner justement les communautés locales, les maires, pour la mise en œuvre de ces actions, de toutes ces activités qui sont contenues chacun dans sa convention. Il y a le PNJT qui est concentré jusqu'au niveau de toutes les provinces et des grandes communes. Il y a le ministère de l'Agriculture, bien entendu, qui, à travers les directions régionales, les directions provinciales et aussi au niveau central, par les directions générales des études et des statistiques sectorielles, qui accompagnent la mise en œuvre de toutes ces actions et qui fait en sorte le point à chaque étape pour permettre à ce que nous puissions ne pas rater le coche. Parce que, en fait, ce sont des besoins qui ont été exprimés par les populations elles-mêmes. Ils apportent une contribution à la mise en œuvre de ces actions. Il faudrait quand même que nous puissions renouveler ces fonds à partir des actions qui seront menées et le retour de ces actions pour le bailleur de fonds. Et puis cette année encore, l'État apporte son soutien aux producteurs agricoles en moyens de production subventionnés à hauteur de 19,5 milliards de francs CFA. Quel bilan peut-on en faire au moment où les producteurs rentrent en campagne? Oui, nous sommes en train de mettre une action en œuvre. Les 19 milliards qui ont été cités dans votre document, ce sont des actions qui existent déjà et qui ont commencé à courir. Les engrais, si on prend par exemple les semences améliorées, elles sont disponibilisées et elles sont distribuées pour justement la campagne. Aussi bien les engrais minéraux que les engrais organiques, que le phosphate. Et tout ce qui peut contribuer au succès de la campagne, cela est déjà disponible. Maintenant, l'action d'aujourd'hui, c'est de marquer un pas fort dans l'action du gouvernement. Et ceci étant dit, nous avons le matériel agricole que vous avez vu dans les images, c'est disponibilisé dans les régions. Les animaux de trait qui doivent accompagner le matériel agricole, cela aussi est disponibilisé. Mais ça ne s'arrête pas là seulement. Et dans les 19 milliards, nous avons prévu 505 millions pour l'encadrement des populations
et pour justement faire reconnaître les actions fortes du gouvernement par 111 motos qui existent déjà pour justement les équipes de terrain, dont nous avons recruté 1019 accompagnants qui sont déjà sur le terrain. Et nous faisons en sorte que les motos qui sont affectées lors de notre lancement, et 200 motos attendent d'être affectées également. Donc il y a tout ça. Donc autant d'actions. Tant d'actions pour justement marquer l'année 2017. Oui, justement, nous sommes en début de campagne. Est-ce que vous avez fait un tour déjà dans les champs? Comment on peut oui, nous sommes en début de campagne. Et, nous n'avons pas commencé notre programme de visite terrain, puisque vous savez que au niveau du ministère, chaque année, la saison humide, le ministre de l'Agriculture est avec les producteurs sur le terrain. Nous n'avons pas commencé cette campagne. Mais nous faisons un suivi régulier, et même qu'il y a un bulletin décadaire qui fait ressortir à chaque étape qu'est-ce qui est sur le terrain, quel est le constat qui est fait, quelles sont les espérances et les espoirs, et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre tout de suite au cas où il y a un problème précis. Donc vous avez un retour de l'installation de la campagne. Permanemment. Oui, nous allons le voir, je l'ai dit tantôt en titre, à Dano, dans le Yoba. Il y a une attaque de chenilles dans les champs qui inquiète. Au niveau national, est-ce que vous avez un retour de cette information et comment on peut déjà endiguer, quelles sont les mesures pour endiguer certainement le phénomène s'il venait à avoir un effet boomerang? Oui, en fait, effectivement, au niveau du Yoba, il y a une attaque de chenilles. Et j'ai été saisi par le maire de Dissine pour dire attention à une alerte. Et au moment où cette information me parvenait par le maire de Dissine, nos équipes étaient déjà informées de la situation et une équipe était déjà sur le terrain. Ce n'est pas les Yoba seulement. Les cascades sont, il y a une attaque et aussi au niveau des hauts bassins. Et pour vous dire, dans les 19 milliards dont nous parlons, nous avons équipé nos régions, nos provinces, avec le matériel nécessaire, avec les pesticides nécessaires pour, en cas d'alerte, que tout de suite nous puissions nous mettre à l'œuvre et enrayer la menace. Parce que vous savez bien que ces chenilles sont une menace pour la production agricole, donc nous ne permettrons pas que nous soyons surpris par de telles choses. Nous sommes en alerte permanente pour réagir au tic, au tac. Merci à vous, Jacob Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et vous êtes venu nous parler de la cérémonie de Mangad ce matin qui a consacré un certain nombre de dotations aux producteurs agricoles du Burkina. Merci d'être venu. Merci. Et la suite de ce journal, cette réaction du président Roch-Marc Christian Kaboré sur la grève illimitée décrétée par les personnels de la justice. Le président du Faso, tout en condamnant ce qui s'est passé à Manga le 7 juin dernier, estime que les syndicats de la justice ne pouvaient pas aller en grève sans un préavis. Roch-Marc Christian Kaboré insiste sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi, pas même des magistrats. On l'écoute au micro de Frédéric Etienne Bassenga. Vous savez que nul n'est au-dessus de la justice. Autant il n'appartient pas aux populations de se faire justice, je dirais eux-mêmes, autant également je pense qu'au niveau des juges, il faut quand même à un moment donné également savoir raison garder. Parce que il est clair que nous condamnons avec la dernière résolution ce qui s'est passé ici à Manga en attaquant le palais de justice. Ce n'est pas normal. Et c'est ça déjà les premiers actes de récidivisme qu'il nous faut dénoncer, qu'il nous faut combattre, non seulement par des mesures, mais également de façon pédagogique. C'est important. Le second aspect que je voulais noter, c'est que pour ma part, j'estime que des syndicats comme des syndicats de la justice ne pouvaient pas aller en grève sans demander de préavis. Parce qu'ils doivent être justement des légalistes, les premiers à respecter les règles de droit. Alors, c'est pour dire, aussi bien d'un côté que de l'autre, nous devons apprendre à respecter la loi. C'est le premier principe. Et en tant que garant de l'indépendance de la justice, je demande également aux juges qu'ils sachent qu'eux aussi ne sont pas au-dessus de la loi. C'est pourquoi, en tout cas, le gouvernement prendra
toutes les dispositions pour que aussi bien les juges et que tous les autres services de l'État, nous puissions faire en sorte que ce genre de situation ne se répète pas. Relativement à cette grève, justement, cette déclaration, les syndicats des travailleurs de la justice décident de suspendre leurs mesures d'arrêt des activités sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des palais de justice et établissements pénitentiaires autres que ceux de Manga. Ils invitent donc les acteurs, à l'exception de tous ceux de Manga, à reprendre le travail dès le lundi 19 juin. Retour dans ce journal sur le dialogue direct hier entre le président du Faso et les représentants des organisations de la société civile au Burkina Faso. Un face-à-face qui a permis d'insister sur les questions de justice équitable et de gouvernance vertueuse au Burkina. Nyarkitida. Le président du Faso et les organisations de la société civile se parlent. C'est un dialogue de toutes les vérités. Tout en reconnaissant le rôle des OSC dans l'édification de toute nation, le président Kaboré a tenu à faire d'entrée une mise au point. Le rôle des OSC, ce n'est pas la prise du pouvoir d'État. Le rôle des OSC, ce n'est pas de faire de la politique. Le rôle des OSC, ce n'est pas non plus de créer la division entre les Burkinabés et de créer l'esprit de haine. OSC et État doivent travailler en bonne intelligence, mais chacun a ses limites. Chacun de nous a une ligne rouge à ne pas franchir. Quand on franchit, on change de nature. À ce moment, on est traité en fonction de cette nature-là. Tant que vous serez dans votre rôle citoyen d'éducateur, d'interpellateur, faites votre travail, vous n'avez rien à craindre. En tout cas, à ces dialogues, les préoccupations soulevées sont multiples. Les OSC veulent savoir à quand le jugement des dossiers pendant en justice. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous avons tous adopté la loi qui nous permet de dire que nous allons dans un nouveau sens de la vision de la justice et que nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'État, interférer dans l'activité de la justice. Et ce n'est pas tout. La sécurité du territoire et des populations, la remise en route de l'autorité de l'État préoccupe les mouvements et associations des droits de l'homme, et également regardant sur le vote des Burkinabés de l'extérieur. Que doit-on savoir sur le vote des Burkinabés de l'étranger? Est-ce pour 2020? J'ai dit, c'est un engagement. En 2020, les Burkinabés voteront. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas une discussion, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien à faire dessus. C'est comme ça. Les jeunes et les femmes ont beaucoup insisté sur les questions d'emploi avant de s'interroger sur les prochains financements. Le Premier ministre, lors de son passage sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, a pris l'engagement de mettre en place 5 milliards pour les jeunes et les femmes de Burkina. C'est quelque chose qui sera opérationnalisé d'ici le mois de juillet. L'ensemble des préoccupations soulevées sont logées dans 9 composantes et embrassent tous les domaines de la vie socio-économique en tenant compte des différentes couches. Pour le président, il faut travailler à faire en sorte que le Conseil national des OSC soit vraiment le creuset de la société civile pour fédérer l'ensemble des actions. Un dialogue d'environ 2 heures et qui est du goût des OSC. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la simplicité et l'ouverture avec laquelle il a échangé effectivement avec nous, et il a aussi fait remarquer que, notamment, utiliser la société civile comme un canal de sensibilisation citoyenne, de renforcement des acquis et non de déstabilisation de pouvoir public, par exemple. Cette deuxième session du cadre de concertation État-OSC s'achève sur une note de satisfaction, mais beaucoup plus chez les jeunes, avec la reprise dès cette année même du Forum national de la jeunesse annoncé par le chef de l'État.
On l'évoquait dans ce journal, cette question des intrants agricoles au Burkina qui taraude plus d'un, et pas seulement le gouvernement. Les grossistes et détaillants d'intrants agricoles sont également préoccupés à aider le monde paysan à maximiser la production. C'est ainsi que leur association organise depuis le 16 juin dernier une foire aux intrants à Coupéla dans le centre-est, une aubaine pour les producteurs de faire des courses pour cette campagne. Nathalie Kaoré, Urbain Benito Sommet. L'une des contraintes majeures que vivent les producteurs agricoles est l'inaccessibilité aux intrants de qualité. C'est donc pour permettre à ces producteurs de disposer d'intrants à proximité et à des prix abordables que se tient cette foire de Coupéla. Nos sols sont déjà très pauvres avec les changements climatiques. Et nos producteurs, plus ils se donnent au sol, ils ont toujours des problèmes pour se nourrir. Donc c'est dû à quoi? Parce que les changements climatiques ont dégradé nos sols. Et étant donné que les sols sont pauvres, on ne peut pas aussi prendre les engrais de tout venant. Il faut savoir quels sont les types d'engrais qu'il faut utiliser et c'est quel type de sol tu disposes. Donc ça, c'est un message que nous voulons donner aux producteurs pour cultiver un peu leur mentalité, pour les faire savoir que d'abord, il faut chercher à connaître ton sol. Si tu connais ton sol, tu sauras que c'est tel engrais qui peut convenir avec. Pendant 3 jours, distributeurs d'intrants et producteurs vont partager les bonnes pratiques en matière d'utilisation d'intrants en vue de mieux professionnaliser le secteur agricole et améliorer ainsi le rendement. C'est la première fois que nous assistons à une telle foire à l'orée de la saison agricole humide. Nous nous réjouissons parce que nos paysans pourront acquérir non seulement d'intrants de qualité, mais aussi des conseils pour une saison fructueuse. Nous sommes reconnaissants à l'égard des initiateurs de cette foire. C'est depuis 2012 que l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso accompagne le gouvernement dans ses efforts de développement du secteur agricole. Cette association espère ainsi conduire progressivement le Burkina Faso vers sa souveraineté alimentaire. Et dans la région des Hauts-Bassins, une opération dite intrant sera bientôt lancée. L'initiative est de la plateforme régionale du projet UEMOA Maïs. Il s'agit d'une opération où les agriculteurs vont vendre une partie de leur production en vue d'acheter des intrants pour la prochaine campagne. Mais avant, les acteurs ont échangé sur le bilan et la programmation des activités du projet qui vise la valorisation des variétés de maïs à haut rendement. Drissa Traoré et Moussa Sanou sur place à Bobo Dioulasso. Du maïs à haut rendement. Depuis 2014, le Burkina mène l'expérience à travers le projet UEMOA Maïs. Ces acteurs sont de la plateforme des Hauts-Bassins. Ils échangent ici sur les activités menées au cours des campagnes précédentes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il faut forcément qu'on puisse informer les acteurs de la plateforme. Il y a notamment la question de la mise en place des boutiques d'intrants que nous avons parcouru. La question de l'utilisation des semences aussi améliorées qui sont produites par l'INERA. Et il faut qu'on leur dise où ils peuvent trouver ces semences améliorées là pour au moins augmenter leur production. Pour la campagne agricole qui démarre, les responsables de la plateforme du projet UEMOA Maïs des Hauts-Bassins prévoient plusieurs activités. Il s'agit notamment d'une opération dite intrant où les agriculteurs vont vendre une partie de leur production en vue d'acheter des intrants pour la prochaine campagne. Ce que nous les suggérons, c'est surtout davantage de persévérer dans cette lancée et aussi de toujours maintenir cette motivation autour de ce projet. Et aussi, nous allons aussi profiter de les demander d'harmoniser surtout les actions entre les différents acteurs, surtout entre la transformation et le volet production. Outre ces deux volets, le projet UEMOA Maïs est mené au Burkina à travers les composantes conservation et commercialisation. Financé par l'UEMOA, il est coordonné par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche. Dans la province du Yoba, ce sont des attaques de culture agricole par des chenilles qui inquiètent en ce début de campagne. L'alerte a été donnée dans la commune de Dissine dans la première semaine du mois de juin. Ces ravageurs détruisent plusieurs plantes telles le maïs, le mil, le sorgho, au stade de levée ou de montaison. À nos jours, le phénomène sévit dans 13 communes et plus de 50 villages de la province sont concernés. Qu'est-ce qui est prévu pour endiguer ces attaques? La réponse avec Dimitri Badini. Enfin, mais déjà dans la province du Yoba,
les champs étaient emblavés et au moment où les cultivateurs de la localité observent la poussée des plants, des chenilles légionnaires envahissent leur culture. En témoigne le cas de Daboné, un village de la commune de Dissine. Là, les cultivateurs tous déçus assistent impuissamment à l'attaque de ces ravageurs, dévorant ainsi les plants au stade levé ou de montaison. Dans les champs de sorgho, il y en a, dans les champs de petits milles, il y en a, le maïs, le riz, en tout cas, sauf le coton. C'est quelque chose d'une seule nuit. Et nous nous sommes levés, on a trouvé que ça a envahi tous les champs et puis tout raclé toutes les plantes. Donc, vraiment, on n'est pas contents. À l'heure que nous parlons, c'est tous les villages de la commune de Dissine qui sont attaqués par ces fléaux. Les chenilles, pratiquement, ils attaquent à tous les plantes qui sont des granulés comme les sorgho, les maïs, les riz. De la zone d'alerte qu'est Dissine, le phénomène s'étend aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de villages, des 13 communes dont Kopé Zambo et Dano. En vue de limiter les dégâts, les techniciens d'agriculture conseillent aux agriculteurs de traiter leurs champs avec des insecticides et semer de nouveau. Prenez le département de Kopé, qui est l'un des départements qui est beaucoup touché où nous sommes. Bon, je pense que l'ensemble des villages sont touchés. Également au niveau de la commune de Dissine, il y en a qui ont commencé à faire des traitements à l'insecticide coton, puis aussi obtenir des insecticides à tout venant. Pour le directeur provincial Placide Yen, le ministère en charge de l'agriculture œuvre par des appuis matériels et techniques pour sauver la campagne agricole dans la province. Au Burkina Faso, l'agriculture se mène avec l'élevage pour optimiser les rendements de part et d'autre. Le ministère des Ressources animales l'a compris en initiant un concours de meilleurs producteurs de fourrage. Un concours qui a donné cette année son palmarès, Césaire Carrefour ou Moussissé. Isiaka Kinouré est un fidèle du concours meilleur producteur de fourrage depuis 2012. Et à cette édition, il voit une fois de plus son travail récompensé. Isiaka est désigné meilleur producteur national de fourrage 2016-2017. Les secrets, c'est pour accepter la conseil des services élevage, pour accepter faire la faute et la conservation et puis accepter cultiver la fourrage. Vous avez vu qu'il y a plusieurs éleveurs qui n'acceptent pas faire la culture fourragère. Donc ça, c'est l'alimentation de base. Chaque année, moi, je peux vendre même 2 millions et quelques avant de rester pour mes animaux. Ce sont 14 producteurs de fourrage qui sont récompensés à cette édition. Pour le ministre en charge des ressources animales, les attentes sont nombreuses en ce début de campagne 2017-2018. Notre objectif, c'est beaucoup plus de production fourragère. C'est surtout ça. Et je pense que nous allons même essayer de voir comment on peut les encadrer pour que ceux qui vont produire, peut-être pas en excès, parce qu'on verra comment transporter ces fourrages vers là où il y a un déficit tel que le Sahel. Cette édition a pour thème, pour une intensification durable des productions animales, produisons du fourrage pour l'alimentation des animaux. Un thème à travers lequel le ministère veut venir à bout de l'insécurité alimentaire des animaux, surtout en saison sèche. Un mot sur l'environnement dans cette édition. L'accord de Paris sur le climat en débat à Ouagadougou. C'est à la faveur d'une conférence publique organisée par 2 associations, Mediavert et Naturama. Une occasion donnée aux spécialistes de partager le contenu de l'accord et discuter de ses chances de succès. Vincent Tiendrebego. L'accord de Paris sur le climat, quelle chance de succès dans un contexte de bouleversements publics mondiaux? C'est le thème au cœur de cette conférence initiée par l'ONG Naturama et l'association Mediavert. Cette conférence a pour objectif de partager les informations relatives à cet accord quelques jours après la décision du président américain Donald Trump de désengager son pays, qui est pourtant considéré comme l'un des principaux pollueurs au monde. Alors l'accord de Paris, c'est quoi? C'est comme une entente, un engagement formel des pays du monde entier de travailler à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre qui résultent le plus souvent de la déforestation et de la dégradation des forêts. La conférence débat a également servi d'occasion pour Naturama et Mediavert de rappeler les engagements pris par le Burkina à l'accord de Paris. Précisément les questions d'adaptation, adaptation des populations aux dures réalités du climat sur le terrain,
mais aussi l'atténuation. L'atténuation, c'est tout ce qui peut être fait comme action pour augmenter le potentiel, j'allais dire végétal, qui peut aider à absorber les gaz carboniques, à réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Pour la mise en œuvre effective de cet accord, des organisations de la société civile mènent des actions aux côtés du gouvernement. Néanmoins, les conférenciers du jour demandent encore plus d'engagement de tous les citoyens burkinabés. Et puis les populations de l'arrondissement 12 de Ouagadougou se mettent à l'abri d'éventuelles inondations. Une opération de curage des caniveaux est en ce moment en cours. Des travaux qui vont aider à assainir des quartiers comme la Patte d'Oie. Oumar Zombri. Des coups de pelleteuse pour démarrer la construction d'un nouveau caniveau dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Les travaux lancés ici par le maire de Ouagadougou vont faciliter le drainage des eaux après les nombreux dégâts occasionnés par les pluies de juin 2016. La construction de ce canal de drainage de près de 2 km de long vise à réduire les risques d'inondation. Nous avons pris l'engagement de faire financer assez rapidement ces différents travaux. Donc après Rimkieta, aujourd'hui nous sommes à la Patte d'Oie où les travaux d'assainissement tels que décrits tout à l'heure sur le panneau vont être réalisés. Nous savons bien qu'il va y avoir des déviations, donc nous invitons la population à vouloir bien respecter les consignes données par l'entreprise pour éviter les désagréments au niveau de ces travaux-là et surtout à nous aider à entretenir ces caniveaux. Ces travaux étaient très attendus par les habitants de l'arrondissement 12 qui espèrent déjà la fin de leur calvaire. Bon, on n'y croyait plus finalement parce qu'on a écrit tellement de correspondances. Depuis l'ère maire centrale jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais eu de solution. Et voici donc on a une réponse concrète à un problème concret. Entièrement financé par le gouvernement burkinabé, la construction de l'ouvrage est estimée à environ 2 milliards de francs CFA. Lancée pour une durée de 6 mois, la réalisation des travaux est assurée par l'entreprise Cogep International. Et puis un incendie dans un dépôt illicite de bois de chauffe à Bobo-Dioulasso. L'incendie n'a pas causé de perte en vie humaine, mais des interrogations et doutes existent sur l'origine du feu. Karim Sissé. Ces soldats du feu sont au front depuis plus de 13 heures d'horloge. Ils tentent de maîtriser l'incendie dans ce dépôt de bois de chauffe au quartier Wenzenville de Bobo-Dioulasso. C'est aux environs de 23 heures, je pense. Les chiens aboyaient beaucoup. Bon, moi j'ai eu peur, je suis sorti. En temps j'ai vu une flamme, vraiment, c'était incroyable. Bon, les riverains à côté ont vidé les barriques. Ils ont essayé de maîtriser, mais ils n'ont pas pu. Et finalement, ils ont interpellé les pompiers. Vraiment, ils ont travaillé toute la journée, toute la nuit plutôt, toute la nuit. Pour le moment, les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Mais le propriétaire pense à un acte criminel. L'incendie est venu de quelque chose, c'est pas possible. Voilà, les bois ne peuvent pas s'enflammer comme ça. Même si on prend du charbon, on verse dedans, les bois ne peuvent pas s'enflammer comme ça. Les dégâts sont énormes. Plus de 17 millions de francs CFA consumés, foi du propriétaire. Certains riverains ont été obligés de déserter leur concession. Mais vraiment, il n'y a pas de maison pour garder mon bagage. Depuis matin, moi-même, j'ai arrêté avec mes maison comme ça. On n'a même payé d'abord. J'ai payé les maisons d'abord. Cet incendie vient poser une fois de plus le problème de la cohabitation entre les dépôts illicites du bois de chauffe et les maisons à usage d'habitation. On en vient à notre dossier de ce journal, la perte des pièces d'identité comme la carte nationale d'identité burkinabé. Les déclarations de perte sont légion, ce qui inquiète les autorités chargées de délivrer ces CNIB. Qu'est-ce qui explique ces pertes? Quelles sont les dispositions à prendre quand on perd sa pièce d'identité? Comment éviter la double détention? On essaie de comprendre avec Nathalie Sawadgo. Accrochées souvent aux portes ou aux panneaux de signalisation, ces cartes nationales d'identité burkinabé attendent toujours leurs propriétaires. Des propriétaires qui les ont sans doute oubliés ou égarés. Dans les deux structures où nous avons promené notre caméra, plus de 200 cartes nationales d'identité égarées ont été dénombrées. Par jour, nous recevons ici une soixantaine
de demandeurs de récépissés des déclarations de perte ou de vol de carte nationale d'identité burkinabé. Si vous perdez votre carte d'identité, une personne mal intentionnée peut ramasser ça et puis aller commettre des délits avec. Utilisée dans tous les actes de la vie courante, la CNIB est considérée comme un document privilégié pour justifier de son identité. Et perdre ce document important, c'est rendre encore difficile la tâche à l'ONU. Rien que pour l'année 2017, la structure a reçu plus de 62 000 demandes de reprise de CNIB, ce qui vient s'ajouter aux demandes ordinaires. En date du 12 juin 2017 jusqu'à 19h, donc nous avions produit 5477 CNIB uniquement pour le centre de production de Ouagadougou. Voilà. Et vous pouvez compter pour au moins 1000 CNIB pour le centre de production de Bobo-Dioulasso. Voilà. Donc je peux dire qu'en moyenne, nous produisons actuellement entre 6000 et 7000 CNIB par jour. Il arrive des fois que nous dépassions ce seuil. Dans la reproduction de ces CNIB, une question se pose. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'un individu se retrouve avec deux CNIB différentes et toutes valides? Toute CNIB reprise, en réalité, l'ancienne CNIB est systématiquement désactivée dans notre base de données. Il n'y a que la CNIB nouvelle, celle qui a été reprise, qui est opérationnelle et qui est active dans notre base de données. Donc, le bénéficiaire ne peut plus utiliser les deux CNIB parce qu'en cas de difficulté, un jour, il s'expose à des sanctions conformément à la loi. L'Office national d'identification appelle les Burkinabés à prendre soin de leur CNIB car pour lui, protéger son identité, c'est assurer sa sécurité. Tout à fait, l'Université de Ouagadougou signe une convention avec 4 hôpitaux de Ouagadougou, une convention qui permettra désormais aux étudiants de l'université en médecine de pouvoir effectuer des stages dans ces centres hospitaliers. Le film de la cérémonie de signature avec Yacouba Gamene et Estelle Judith Sokba. Derrière ces signatures, c'est un vide juridique qui vient d'être comblé entre l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et les hôpitaux Yalgado Ouedraogo, pédiatrique Charles de Gaulle, Bogodogo et Blaise Compaoré. Désormais, les étudiants en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentiste pourront de manière légale suivre des stages pratiques dans ces formations sanitaires. Les étudiants allaient sur les sites de stage, tout n'était pas formalisé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu regarder tout cela. Donc nous sommes ravis de voir la signature de ces conventions parce qu'il va permettre d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants en stage, les étudiants pour la formation de base, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes pour la spécialisation, mais aussi les internes des hôpitaux, Cette convention aussi va nous permettre de respecter les 3 axes d'un hospitalo-universitaire, c'est-à-dire l'enseignement, les soins au niveau des hôpitaux, mais aussi la recherche. Pour le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est un pas qui vient d'être franchi. Reste maintenant à chaque partie de respecter les engagements et obligations. Avec cette convention, qui sera ventilée à tout le monde, pas seulement aux administrations, mais aux étudiants eux-mêmes, je pense qu'ils vont pouvoir lire du début jusqu'à la fin pour savoir quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs obligations, quels sont leurs droits et quels sont les risques qu'ils peuvent encourir si jamais ils violent les règles, parce qu'on ne peut pas les laisser s'amuser avec la vie des gens. Avec ce référentiel clairement établi, les étudiants pourront améliorer leur savoir-faire et leur savoir-être dans ces différents hôpitaux. Et pour refermer cette édition, à l'étranger, la Havane a fustigé la décision de Donald Trump de freiner le rapprochement avec Cuba entamé par Barack Obama et a dénoncé les 2 poids, 2 mesures de l'appel de Washington au respect des droits de l'homme sur l'île. Les États-Unis ne sont pas en mesure de nous donner des leçons, a déclaré le 16 juin le gouvernement cubain. Regardez.
Il fallait s'y attendre. Cuba dénonce avec force les nouvelles restrictions aux échanges avec les États-Unis annoncées la veille par Donald Trump. La Havane regrette un retour en arrière dans les relations entre les deux pays. Donald Trump, lui, justifie ses choix par une volonté d'obtenir un meilleur accord pour les deux parties. Il annonce l'interdiction de toute transaction financière avec les entités contrôlées par l'armée cubaine, omniprésente dans le secteur du tourisme. Pas question pour autant de remettre en cause le rétablissement des relations diplomatiques. En Floride, où vit une grande partie de la diaspora cubaine, certains dénoncent un non-sens. Que va-t-il se passer si vous avez des Américains faisant partie d'une organisation liée aux États-Unis et qui font des affaires avec l'industrie du tourisme parrainée par l'armée cubaine? En quoi cette politique est-elle vraiment utile? Pour ces pro-Trump, ce changement de ton va dans la bonne direction. Il va faire respecter l'embargo, dit cette femme. L'embargo n'a jamais été appliqué. Au moins, c'est un début. Le fait de demander de faire respecter l'embargo. L'armée cubaine gère notamment compagnies aériennes, hôtels ou locations de voitures. Avec cette mesure, Donald Trump vise le cœur du régime de Raúl Castro, qui a confié aux militaires des pans entiers de l'économie de l'île. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.